Un attaquant qui marque un but dans un match est un bon attaquant. Un attaquant qui marque 6 buts en un seul match est un excellent attaquant. Un gardien qui prend un but dans un match est un gardien qui est OK. Un gardien qui prend 6 buts dans un seul match, c'est un horrible gardien. Maintenant, qu'est-ce que l'attaquant, qu'est-ce que le gardien? L'homme initie, l'homme est donc l'attaquant. La femme réagit et dans la réponse est donc la gardienne. À partir de cette simple métaphore, on peut comprendre la dynamique qui s'opère dans les relations hommes-femmes et notamment la différence fondamentale que l'on va pouvoir voir dans la manière d'aborder les relations et notamment les relations charnelles. À partir de là, est-ce qu'il est vraiment possible de comparer hypergamie masculine et hypergamie féminine? Sujet très controversé. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Comprendre un petit peu ce que signifie l'hypergamie féminine par rapport à l'hypergamie masculine. Est-ce que c'est bel et bien une forme de prise de pouvoir de l'un sur l'autre, affirmer sa dominance, ou est-ce que c'est simplement une forme de liberté que l'on cherche à obtenir? C'est un sujet assez complexe sur lequel j'aimerais bien sûr discuter, donner mon opinion, avec aussi une compréhension qui se veut d'un point de vue des études, mais aussi d'un point de vue de l'expérience, comme on a pu le voir sur le terrain, et notamment en étant en contact avec des femmes, ou en ayant été en contact avec des femmes, qui ont pu avoir un nombre de partenaires très élevé, et le pourquoi du comment. Donc, tout un sujet qui va être assez controversé encore une fois, mais déjà la première chose à comprendre, c'est que l'homme et la femme ne sont pas égaux, ils sont différents. Et pourquoi est-ce qu'il y a une catégorie masculine-féminine par exemple dans la pratique sportive? C'est parce qu'on ne peut pas juger des performances du masculin et des performances du féminin de la même manière, étant donné que si ce n'est les caractéristiques semblables que l'on a, étant donné que nous sommes de la même espèce, on a quand même des traits de caractère qui sont singulièrement différents. Il y a une polarité. Et au vu de la polarité, il faut juste apprendre à accepter les différences de chacun et comprendre effectivement que les comportements appropriés pour pouvoir atteindre sa quête, d'un côté quête de liberté, de l'autre quête d'amour, vont être différents. Parce qu'on y revient essentiellement sur la différence entre quête de liberté et quête d'amour. Quête de liberté pour le masculin, quête d'amour pour le féminin. Là encore une fois, quand je caractérise et que je mets en lumière cette différence entre hypergamie masculine et féminine, il faut bien comprendre que l'hypergamie féminine, c'est bel et bien l'hypergamie pour le féminin. Donc pour des femmes qui sont féminines. Et c'est pour ça qu'on peut retrouver des femmes qui vont mener une hypergamie tout à fait naturelle pour elles, pas du tout forcée ou qui ne touchent pas à un traumatisme ou une blessure, et qui tirent simplement au fait qu'elles ont une énergie prédominante masculine, qu'elles vont aller vers des partenaires qui seront soit potentiellement plus yin, donc plus féminins, pour venir créer cette polarité qui va être présente au sein des dynamiques sous-jacentes à toute forme de relation, qu'elle soit charnelle ou émotionnelle, donc relation sentimentale. Et donc, si on met de côté cette partie de femmes qui justement ont une énergie masculine, alors on garde uniquement les hommes à l'énergie masculine et les femmes à l'énergie féminine. Dans ce cas-là, pourquoi est-ce que pour l'homme, c'est acceptable, moralement parlant, disons, de chercher à avoir plusieurs partenaires? Parce que, comme on l'a vu, la quête de l'homme se trouve dans la liberté. Et qu'est-ce que c'est que la liberté si ce n'est le fait que de pouvoir choisir, et choisir à chaque moment donné, une partenaire ou plusieurs partenaires qui nous conviennent. Forme de liberté. Maintenant, la question à se poser, c'est est-ce qu'on va aller vers ces femmes, donc hypergamie, donc aller vers plusieurs femmes différentes en même temps? Est-ce qu'on va le faire par quête de liberté et vraiment dans le but de pouvoir se découvrir, se comprendre?
Ou est-ce qu'à l'inverse, on va le faire pour venir plaire aux autres? Ou par exemple, pour se montrer aux autres comme étant quelqu'un de supérieur? Est-ce qu'on le fait parce qu'on a quelque chose à se prouver? Ou est-ce qu'on le fait dans une démarche sincère d'apprendre à se connaître, d'apprendre à se comprendre et de savoir ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas? Parce que ça va faire une énorme différence dans la teneur des relations et la partie toxique. Parce qu'effectivement, un homme qui va être, donc en toute connaissance de cause, en train de chercher parmi les femmes qu'il rencontre une femme spéciale, une femme intéressante, va être un homme qui donc sait ce qu'il veut et qui ne va que très rarement apporter un caractère toxique ou une teneur toxique à la relation qu'il va entretenir avec ses femmes. A l'inverse, un homme qui va le faire parce qu'il y a quelque chose à se prouver, avec notamment un complexe d'infériorité, dans ce cas-là, effectivement, on va rajouter une dynamique toxique à l'échange de bons procédés qu'il va avoir avec les femmes avec qui il va être. Et là, pour le coup, ça va être dangereux et pour lui et pour elle. Donc, tout un sujet qui est assez complexe, parce qu'effectivement, il y a énormément de sujets à découper au travers de ce que c'est que l'hypergamie masculine par rapport à l'hypergamie féminine. Et étant donné que je touche plutôt à des hommes, donc le sujet va plutôt s'orienter autour de l'hypergamie masculine. Mais à mon sens et de mon expérience, il y a cette nécessité d'aller expérimenter le monde qui nous entoure, notamment, imaginons que, ça c'est une anecdote que j'entendais souvent étant plus jeune, imaginons qu'on compare l'homme à un acheteur de fruits. Il va au marché tous les samedis, il va acheter des fruits parce qu'il veut manger quelque chose de savoureux. Il a goûté les pommes, il aime les pommes. Est-ce que ça veut dire qu'il va nécessairement reprendre des pommes à chaque fois parce qu'il a goûté les pommes et il sait qu'elles sont bonnes? Ou n'est-il pas normal pour lui, que de tester d'autres fruits pour pouvoir se faire une idée de ce qu'il y a et comprendre ce qui lui plaît le plus et de quoi il peut composer son régime? Donc c'est là la logique à comprendre, c'est qu'effectivement il y a ce besoin de tester, de comprendre la différence. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des limites. Il y a des limites à ça. Quelles sont-elles? Entre le fait d'entretenir des relations avec des femmes, où justement on va simplement discuter avec elles, apprendre à les connaître, faire en sorte de venir susciter de l'intérêt, du désir, faire des allers-retours justement de séduction, et le fait d'aller chercher l'interaction purement charnelle. Est-ce que ça va réellement apporter quelque chose que d'aller chercher cette connexion charnelle à chaque fois? J'irais même dire à l'inverse. Ça va venir détacher quelque chose de nous. En tant qu'homme, qu'on le veuille ou pas, plus notre nombre de partenaires augmente et plus on a une activité charnelle, disons, avec un nombre de personnes différents, plus notre âme va être touchée, va être atteinte. Et c'est pour ça, par exemple, dans une religion comme l'islam, il y a cette notion que de n'avoir que la possibilité, disons, d'avoir ces activités charnelles, donc de coucher, uniquement avec notre femme, donc dans le mariage, et pas autrement. Autrement, c'est un péché. Et en réalité, cette vision un petit peu dualiste de la relation charnelle entre l'homme et la femme, elle peut se comprendre dans le fait que oui, on retrouve vraiment des changements assez importants chez un homme ou même chez une femme d'ailleurs, hein, ça c'est des deux côtés en réalité, mais qui ont eu un nombre de partenaires très conséquent. Donc c'est assez dangereux de s'aventurer dans ce terrain-là, parce que après on risque de ne plus être le même. Vous voyez, c'est comme quelqu'un qui va consommer en abondance d'une certaine drogue, et de manière régulière, forcément à terme il ne sera plus le même homme que quand il a commencé. Vous voyez, donc c'est un terrain dangereux. C'est un terrain dangereux. Mais quoi qu'il en soit, ça ne nous empêche pas, vraiment en prenant ça comme un terrain un peu hors limite, que de s'aventurer à rencontrer, discuter avec des dizaines et centaines de femmes,
et faire en sorte de faire le tri parmi les tas de cailloux et les pierres précieuses. Ça, c'est viable. C'est juste vraiment, l'énergie est précieuse, le temps est précieux. Est-ce qu'on a vraiment envie de l'utiliser comme ça, à tort et à travers? C'est toute la question. Donc, juste pour continuer de contextualiser par rapport à ça, voilà, un des derniers sujets que je vais toucher, c'est par rapport à la situation difficile de notre époque, parce qu'au XXIe siècle, vraiment, on est comparé tout le temps. Avec les réseaux sociaux, on est comparé à toutes les personnes du marché, on va dire la dating scene, dating pool, ou ce qu'on pourrait considérer normalement comme le SMV, Sexual Marketplace, parce qu'on a un visuel, on peut voir toutes les autres personnes qui pourraient nous intéresser. Et on a cette tendance justement à avoir des standards qui sont très élevés sur les réseaux sociaux, parce que les personnes se mettent en scène, littéralement, c'est une forme d'art, et vont montrer des choses qui sont peu représentatives de la réalité. Donc effectivement, on se fait berner, même aussi dans la pornographie par exemple, autre sujet glissant, on se fait berner, on a une illusion dans laquelle on est plongé par rapport à ce que représente la femme, le corps de la femme, ou même la sexualité. Donc c'est quelque chose à vraiment introspecter chez soi. Et notamment par rapport à cette hypergamie ou le fait de vouloir aller vers plein de femmes, plutôt que dans une relation amoureuse par exemple fixe, c'est est-ce que l'hypergamie est pour moi un but, donc par exemple coucher avec le plus de femmes possible, ou est-ce qu'à l'inverse, c'est simplement un moyen, donc un processus par lequel on doit passer, ou je dois passer du coup, pour faire en sorte de trouver la femme qui me conviendra le plus. Là encore, on peut trouver une limite à ce propos, parce que dans le fait de trouver la femme qui convient le plus, c'est cette notion de comparaison et comparer différentes personnes entre elles. Et donc de peut-être être éternellement insatisfait. Donc ça rend le sujet dangereux aussi, le fait de se donner la capacité de s'exposer à une multitude de femmes. La finalité que j'y mettrai, c'est que il est important de tester le terrain, de comprendre un petit peu des personnes du sexe opposé, notamment avec des personnes qui sont à un niveau de conscience similaire au nôtre. Ça, on peut le sentir facilement s'il y a une vibe et qu'on se comprend quand on communique avec la demoiselle en face, notamment à un date. Est-ce qu'on est au même niveau de conscience ou pas? Des fois, on a dû se sentir, vous avez dû vous sentir en tout cas, lors d'un date, que la demoiselle en face soit était à des années-lumière de vous, donc sur d'autres planètes, soit à l'inverse, vous vous sentiez d'une certaine manière bien supérieur intellectuellement ou au niveau de développement par rapport à elle. Et donc là forcément ça crée de la friction. Mais donc si vous évoluez et que vous continuez de travailler sur vous-même tout en rencontrant des femmes qui sont à votre niveau de conscience, c'est là que vous pourrez évoluer le plus dans votre compréhension des relations homme-femme. Et derrière, lorsque vous serez à un niveau de conscience suffisant, où vous aurez guéri vos blessures, alors à ce moment-là, vous pourrez trouver cette partenaire qui vous conviendra et vous sentir épanoui, heureux et enfin complet. Post-scriptum, cette notion d'épanouissement et de complétude ne doit pas advenir uniquement au travers de la partenaire. On doit se sentir bien par soi-même, pouvoir honorer l'autre personne. Et je conclurai en disant que on ne peut aimer son prochain, et donc une femme, qu'à la hauteur de l'amour qu'on se porte soi-même. Ce qui veut dire que si on ne s'aime pas, on ne sera jamais capable ni d'aimer, ni de recevoir de l'amour.